Bonjour, bonjour, bonjour. Marisa, bonsoir. Paul Blanc, bonsoir. Merci pour la photo la semaine dernière. Une belle photo. Ça m'a mis à une belle journée pour commencer la semaine. Enda, salut, comment vas-tu? Enda, fidèle de Tunis, c'est celle qui surveille notre cimetière au Borgel. Bonsoir Enda, et merci pour ton travail. Hugo Sidbon, bonsoir. Nicole Benamou, bonsoir. Peggy Torchman, comment vas-tu? Tout va bien? Salut, tes parents vont bien? Zoeg Hervé, comment vas-tu? 170 personnes. Pierre Zeytoun, Delat, comment vas-tu? Tout est bien? Je t'ai pas vu. Pierre, cette fois-ci, je t'ai pas vu faire une randonnée. D'habitude, tu nous mets de belles images de randonnée. Sauce Purifield, notre dentiste, comment va-t-elle? Laurence Dalmans, bonsoir. Valérie Benamou, Pierre Zeytoun, regarde, bravo. Bon, je vois que l'équipe est là. Michel Sidbon, salut, comment vas-tu? Je suis contente que tout soit bien passé pour toi. Brigitte Amanou, bonsoir. Edim Zadi, comment vas-tu? Mon copain de Tunis, petit, l'hôtel des Chênes, une drame. J'ai un message en ce moment d'Alexandra Barouche, celle qui nous avait fait ce témoignage émouvant. Elle m'envoie, elle est à Dubaï, elle me dit que les restrictions sont très importantes là-bas et qu'elle comprend la différence de ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Les restrictions sont très importantes à Dubaï, c'est pour ça que l'épidémie se développe un peu moins. Cadeau Pro, fidèle toujours, notre administratrice, elle a partagé sur le groupe. Ça y est, vous pouvez regarder ou sur le groupe ou sur ma page. Voilà. Franck Checler, Franck, comment vas-tu? Mon ami Franck, comment vas-tu? Avec qui je fais aussi d'excellents voyages, avec qui je travaille. Si vous avez besoin d'oxygène, vous pouvez leur demander. Il fournit l'oxygène à domicile. Pierre-Élie Baron, salut, comment vas-tu? J'espère que ta maman va bien. Nathalie, aussi, Franck et Nathalie. Nina, notre nutritionniste, comment vas-tu Nina? Si vous avez besoin de maigrir, si vous avez besoin de vous remettre en forme pendant ce confinement, vous pouvez faire des téléconsultations avec elle. Nina Koubi, notre nutritionniste avec qui je travaille régulièrement pour faire maigrir mes apnéiques. Tout va bien pour Pierre-Élie, c'est bien. Je suis content que toute la famille aille bien. Coco, comment vas-tu Coco? Alors, tout s'est bien passé pour toi aussi, je suis content, je t'ai suivi. Je suis content, je peux pas parler de Martine, mais j'ai pas très bien compris. Stéphane Zegdoun, salut. Ah, ne parle pas de régime, me dit Hervé, non, parle pas de régime. D'accord. Fabien Gozlan, Fabien, comment vas-tu? C'est mon ami de Tunis, Fabien, on était à l'école ensemble jusqu'à la première. On a fait un sandwich tunisien à midi au rendez-vous. On s'est éclatés les deux. C'est extra. Katia Sidbourg de Sicile. Comment vas-tu, Katia? Ah ouais, tu es plus en Sicile, tu es à Paris, les enfants, l'école, tout est reparti, vous vous engueulez, c'est normal. Confinement. 355 personnes. Alors, Ben, salut, comment vas-tu, Ben? Tu vas bien? Benj. Nathalie Eynouz, Besna Eynouz, une cousine. C'est la même origine. Evelyne Simeoni, bonsoir. Lilim Salem, bonsoir, comment allez-vous? Adlila Jimmy, ça va, tu nous as mis tu nous as mis un poste avec une soprano égyptienne magnifique. Fatma Saïd, je crois, j'ai entendu un morceau de ce qu'elle chantait, soprano exceptionnel. Très belle voix. Magnifique. Agnès Henry, bonsoir. Fatma Serre, bonsoir. Fatma Serre, c'est un Covid long.
C'est un Covid long, elle va intervenir mardi. Mardi, vous savez qu'on a une soirée, mardi à 21h, on a une soirée Covid long. On va se consacrer un peu au Covid long, là, si vous voulez, aujourd'hui. C'était une question qui est beaucoup revenue quand j'ai demandé dans mon poste quelle question vous voulez traiter. Et ça c'est beaucoup revenu. J'ai pensé qu'il était utile qu'on fasse une soirée entière avec 2 témoignages de Covid long. Nous avons Fatma Sarr qui veut nous faire un témoignage et puis un autre témoignage d'Angleterre sur les Covid longs. Vous voyez que c'est une pathologie qui touche un peu tout le monde. Mylène Cohen, salut, comment vas-tu? Ça va bien? Gérard va bien? Les enfants? Pas pensé à faire un régime, voilà, Nina Koubik. Méladicia, salut. Corinne Saban, test antigénique, très fiable. Test antigénique, ça va sauver la situation. Vous savez, moi j'ai vu hier, j'étais à la pharmacie, ils ont fait en une journée 60 tests, 60 dépistages, il y a eu une dizaine de 5, 6, 7 10 positifs. Mais ces 10 positifs-là, ils ont eu le résultat immédiatement. Ça a permis de les isoler immédiatement, qu'ils contaminent pas. Les tests antigéniques, ça va changer la physionomie de cette épidémie. Ça suffit d'attendre avec ces PCR, d'aller plus faire des PCR. Les tests PCR est fiable à 85%, l'antigénique à 75%. Ça suffit, vous gagnez 24 heures, 48 heures pour le résultat. Courez dans vos pharmacies, allez faire vos tests antigéniques, ne perdez pas de temps. Vous pouvez les faire et les refaire, c'est gratuit avec votre carte vitale. Allez-y et surtout, avant de rencontrer vos grands-parents, avant de faire une réunion familiale, faites-vous tester, vous allez voir, ça dure 2 minutes, c'est 10 minutes et vous avez le résultat immédiatement et vous pouvez aller tranquille. Le test antigénique, c'est très fiable, c'est vraiment, je pense que si la France avait fait comme l'Allemagne a fait ses tests depuis le début, je pense que c'est pour ça que l'Allemagne a eu beaucoup moins de morts, parce qu'ils ont détecté, dès le mois de mars, ils faisaient ces tests et les tests salivaires. Et c'est eux qui avaient raison, parce qu'ils ont pu détecter et isoler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Anita, comment vas-tu, Anita? Elle a plus de 65 ans. Ne dis pas, Anita, que tu as plus de 65 ans. Tu as 22 ans, Anita. Toujours 22 ans dans la tête. On a tous 22 ans. On n'a pas 65 ans et 64 ans. N'aie pas peur. Tu as 22 ans. C'est dans la tête que ça compte. C'est pas dans le corps. Simone Seknazi, salut, comment vas-tu? Tu vas bien? Tu dois faire des tests antigéniques, toi, parce que tu travailles en pharmacie. Tu dois passer ta journée à faire des tests. Laurent Sana, Brigitte Ganem, Sonia So, bonsoir, pas mal, tout le monde est là. 464 personnes, on va pas tarder à commencer. Delphine Belaïch, Esther Sidbon, bonsoir. Sophie Pouche, bonsoir. Ma voisine, elle est au 50, moi je suis au 60. On se croise de temps en temps. Enfin, elle me croise plus que je la croise. Mais voilà, donc Sophie Pouche, elle est là. Bonsoir. Bonsoir à votre mari. Valérie Berry, toujours 22 ans, Anita. Bien sûr, 22 ans, Anita. Elle a 22. On a tous 22. Nicole Bismuth, bonsoir. Karen Ayoun. Bécotine me fait du bien, merci Anita. Bah oui, je lui ai prescrit du bécotine parce qu'elle toussait un peu. Bah voilà, là, ça lui fait du bien, bah tant mieux. Baby Joël Torchman, bonsoir. Pas d'ordo pour faire le test. Les tests sont gratuits avec votre carte vitale. Vous y allez, vous allez en pharmacie. Vous avez sur Internet tous les pharmaciens qui font ça. Pierre, mon autre voisin, Pierre. Bah voilà, mon autre voisin d'à côté qui me dit bonsoir. Bah, tout le quartier est là. Et bah c'est bien. Pedro Miguel Cardozo, bonsoir. Nathalie Amar, Keren Ayoun, bon enfin, on est quand même 485, on va bientôt commencer. Alors ce soir est un peu une soirée spéciale parce que bon, on va pas faire le point de la situation. Le point de la situation, vous la connaissez malheureusement, elle est ce qu'elle est. On est en plein dans la deuxième vague. On n'est pas encore au pic de la deuxième vague, mais on y est dans la deuxième vague. On y est dans la Sandrine Mena, bonsoir, comment vas-tu? Tu vas bien? Tout le monde va bien, toute la famille va bien? Valérie Béribi de Miami. Bonjour Miami. Bonsoir Jérusalem, Sodoré. Bonsoir Jérusalem. Vanina Mamou, elle a adoré les tests antigéniques. C'est vrai, 10 minutes et c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits d'où on nous regarde? Mon fils va mieux. Bravo, merci de penser à mon fils. Oui, mon fils va mieux. On lui a fait un test PCR, donc 7 jours après, donc vendredi dernier, avant de passer à table, on lui a fait un PCR. Il était négatif. Et donc, on lui a fait un test antigénique, pas un test PCR, bien sûr un test antigénique, et il était négatif, donc on a pu dîner ensemble. Il a
pratiquement pas eu de signes. Il a eu, bon, 25 ans, vous savez, les jeunes de 25 ans, et ça se passe relativement bien. Il a juste perdu un peu le goût et l'odorat, mais il semble que je l'ai mis sous cortisone, et je pense que ça va revenir doucement, doucement. Muriel de Tours, comment allez-vous, Tours? Ça va bien? Bonsoir d'Alsace, la Bretagne, là aussi, Anne Moyon, Bretagne, Sandra Sbaud, d'Alsace, Tel Aviv, bonsoir Tel Aviv, bonsoir Bruxelles, Fabienne Verslossem, un nom typiquement belge, Bentonila de Tel Aviv, bonsoir Tel Aviv, bonsoir Meudon, bonsoir Casa, bonsoir Gilles, non, c'est Londres. Ben voilà, il y a beaucoup de monde, on nous regarde un peu de partout, vous voyez, on a le Var aussi, bonsoir du Var, bonsoir Muriel du Var, bonsoir de Tel Aviv, Muriel Cohen. Le Nord, bonsoir le Nord, c'était comme nous, on a été très très touchés dans le Nord, très touchés. La Marsa, salut Amel Jimmy de la Marsa, Michael Besneilou, mon neveu, salut, comment vas-tu? Bon ben voilà, on est 537, hein, je crois qu'on peut commencer. L'Oise, salut Nancy, salut l'Ashdod, bonsoir tout le monde, coucou Gilou, non. Iris Sebag, elle veut venir. Allez. Bonsoir le train, non, bonsoir depuis le train, Toulon, l'Espagne pour Schwartz, bonsoir l'Espagne, bonsoir Marseille. Ah mais c'est vraiment Alfred Gage de Marseille, comment vas-tu Alfred, mon ami Alfred, un excellent docteur. Si vous habitez Marseille, vous avez besoin d'un généraliste, allez voir Alfred Gage, c'est un excellent médecin, il est au top. Marseille, si vous avez un problème, Fontainebleau, bonsoir, si vous êtes à Marseille, allez le voir, Alfred Gage, ne l'oubliez pas. Salut Lyon, salut Montmorency, salut Colombes, salut Lille, salut le Doubs, salut Tunis, salut Aix-les-Bains, salut Calais, Natalia, salut la Mayenne, Saint-Brice, Djerba, salut Lilou de Djerba, Carthage, bon allez, on arrête, la Guyane, alors la Guyane, on est au top. Bonsoir du Berry, bonsoir de la Marne, bonsoir de Créteil, ouais, voilà, on est devenus internationaux, Antibes, les Lilas, voilà, Boulogne, bonsoir, Montauban, Saint-Mandé, le 555, non, c'est nous, c'est cadeau, 555, bientôt 555 à 555, promis, on commence. Salut Montauban, salut Neuilly, salut Nice, salut Bordeaux, salut Miami, salut Boulogne, salut le Doubs, International Not Dog, salut Sophie, ma voisine, comment vas-tu? Je te reconnais bien maintenant, 560, allez. La Goulette, la Goulette, on s'arrête. Je me présageais, mais bon, allez, on y va. Mieux qu'Olivier Véran, non, jamais. Mais on reste à notre place, nous, on est un petit groupe, 25 000 personnes, on est bien, on est tranquille, on est entre nous. Alors la première question que m'ont posée, donc je vous ai dit aujourd'hui, on va pas parler de la situation, vous savez tous ce que c'est que la situation elle est ce qu'elle est, mais bon, c'est pas grave, on va traverser cette deuxième tempête comme on a traversé, si Dieu le veut, la première, et tous ensemble, vous savez, on est dans le même bateau et on avance, on vogue et il faut s'y tenir. En tout cas, nous, on se tient informés des dernières nouvelles, on se tient informés des dernières innovations, on vous rappelle les gestes barrières. N'oubliez pas, j'ai encore écouté Raoult ce matin, qui disait, enfin, il a été interviewé par Ruquier hier, et il disait que le plus important dans la transmission du virus, c'est les mains. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, un virus, il reste 9 heures sur la peau. Je vous avais montré la courbe avec la durée de vie du virus sur la peau et la durée de vie du virus de grippe sur la peau. Vous avez vu que la grippe, c'était 2 heures et le Covid, c'était 9 heures. N'oubliez pas, aussi important que le masque, sinon plus important que le masque, c'est les mains. N'oubliez pas de vous laver les mains au savon, à l'alcool. C'est très, 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 très important. Le gel hydroalcoolique, c'est presque aussi important ou plus important que le masque. La transmission manuportée est aussi importante que le masque. Donc faites attention. Alors, qui sont les malades? La première question, est-ce que les patients graves ont changé? C'était la première question qui m'a été posée sur le poste. On m'a dit, est-ce que les gens, c'est les mêmes qu'avant? Eh ben, c'est exemple. Qu'est-ce qu'il y avait en mars? En mars, on avait des gens en réanimation, on trouvait quoi? Les patients âgés de 60, 65, les personnes très âgées d'abord, bien sûr, de plus de 70 ans, mais aussi le maximum de patients entre 60 et 65 ans qui étaient en surpoids, hypertendus, diabétiques, et qui avaient une hypertension ou alors des troubles cardiaques ou une maladie chronique comme le cancer. Eh ben, aujourd'hui, on a exactement la même chose. Les patients que l'on retrouve aujourd'hui en réanimation et les patients qu'on retrouve dans les formes sévères, c'est les mêmes.
C'est-à-dire que c'est les personnes âgées et les 60-65 ans ou plus jeunes, mais qui ont des comorbidités importantes. Raoult a même dit que ceux qu'on trouve en réanimation, ce sont ceux ou ceux qui meurent, ce sont ceux qui avaient une espérance de vie de toute façon qui n'était pas beaucoup plus loin que 1 ou 2 ans. Je ne suis pas là pour confirmer ou infirmer les tirs de Raoult, c'est ce qu'il a dit. Mais quand même, moi je crois qu'on a eu malheureusement, vous savez, sur le groupe, au début on mettait les morts sur le groupe, enfin les gens, les parents des membres du groupe, et on a vu qu'il y avait quand même des jeunes qui n'étaient pas tellement, avaient pas tellement de comorbidité, qui sont décédés. Donc moi je prends ce qu'on me dit. On me dit que ce sont les mêmes, mais dans les mêmes faites attention parce que dans les jeunes, dans la première vague, on a eu quand même des gens jeunes de 45, 50 ans, 55 ans qui sont décédés et qui n'étaient pas forcément obèses, qui n'étaient pas forcément hypertendus ou qui n'étaient pas forcément diabétiques. Donc faites attention. Les gens, la deuxième vague, c'est les mêmes que la première vague. Donc prenez tous des précautions. Il n'y a pas de gens qui puissent passer, parce que n'oubliez pas, pour les jeunes, ceux qui peuvent passer au travers, qui vont pas faire une forme grave, peuvent faire un Covid long. Et faire un Covid long, on va en parler mardi prochain, 20h, à 21h, une émission très importante, vous allez voir. Les jeunes qui ont eu un Covid long, ils sont cassés. Ils ont quelque chose de cassé en eux. C'est très, très, très important. Il ne faut pas croire qu'un Covid long, c'est une rigolade. Ce n'est pas une rigolade. Les gens sont dans un état vraiment très, très préoccupant. Donc faites attention, les gens il n'y a pas seulement le fait pour les personnes âgées de se trouver en réanimation. Les jeunes aussi, faites attention. La tranche d'âge, c'est 30-45 ans, les Covid longs. Et les Covid longs, c'est aussi quelque chose qui peut vous traîner comme ça pendant on ne sait pas combien de temps, puisqu'on n'a pas le recul nécessaire pour savoir combien de temps ça va durer. Par contre, pour les formes sévères, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé de manière très importante, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre, je vous dis que la prise en charge a complètement changé. Vous savez que les prises en charge en réanimation, c'est complètement changé. Vous savez que la durée de vie, la durée d'hospitalisation en réanimation est passée de 21 jours, de 18 à 21 jours, à 7 à 10 jours. Les gens sont beaucoup mieux pris en charge en réanimation. D'abord, on connaît beaucoup mieux le virus, je vous l'ai dit. Donc, vous savez, et ça a été quand même au début un choc pour les réanimateurs, parce que le syndrome de détresse respiratoire aiguë auquel a été confronté les réanimateurs en mars, c'est le cas de maladie la plus grave. Donc ils se sont retrouvés avec des centaines de patients dans cet état-là qu'il fallait gérer. Donc c'est les formes les plus graves de patients de réanimation qu'il fallait gérer, des patients qui n'étaient pas préparés à arriver en réa. Tout ce que je vous dis, je vous l'ai dit, je vous le redis. Préparer les patients à arriver en réa. Si les formes graves, il faut s'en occuper déjà en amont. Et ce qui a vraiment révolutionné la prise en charge de ces formes graves en amont, c'est-à-dire en ville, c'est l'apport de l'oxygène. Parce que vous savez, il faut toujours maintenir le stock d'oxygène dans les poumons des patients. Donc, si vous voulez, quand le patient commence à désaturer un peu en ville, il ne faut pas hésiter à lui envoyer de l'oxygène pour maintenir un bon stock d'oxygène dans ses poumons et une bonne oxygénation de ses poumons. Je vous l'ai dit, je vous le répète, vous allez dire que je rabâche, mais quand vous arrivez à l'hôpital avec un taux d'oxygène qui reste bon, et avec un traitement antibiotique, avec un traitement avec un début de traitement de cortisone à partir du 7e jour. Ce n'est pas la même chose que d'arriver comme ils arrivaient en mars. En mars, les gens arrivaient après 8 jours de Doliprane. Ils étaient asséchés au point de vue oxygène. Dès qu'ils arrivaient, ils étaient en situation de détresse respiratoire aiguë. Et on n'avait pas le choix de faire autre chose que de la réanimation, que de l'intubation. Or, aujourd'hui, comme ils arrivent avec un stock d'oxygène un peu suffisant, on peut se permettre à l'hôpital, je vous ai dit, de monter les doses d'oxygène, et donc de pouvoir utiliser des appareils qu'on appelle des optiflows, qui sont des appareils qui permettent d'avoir des oxygénations sans intubation qui peuvent monter jusqu'à 60 litres d'oxygène minute. Et ça, c'est très important parce que vous arriverez à maintenir une oxygénation, une saturation à 95% seulement avec ces appareils-là, qui sont un appareil très, très sophistiqué qu'on n'a qu'à l'hôpital. Mais ça vous évite, ça évite très, très souvent l'intubation. Et quand vous voyez maintenant les photos dans les hôpitaux et tout ça, vous voyez que souvent les gens ne sont pas intubés. Ils ont une espèce de lunette
nasale, comme ça, qui est reliée à une machine, et cette lunette nasale leur envoie l'oxygène. Et on arrive comme ça à éviter les intubations. Et vous savez, le but maintenant des réanimateurs, c'est d'éviter les intubations. Et on fait tout pour éviter l'intubation, parce que quand on va intuber, on va rentrer dans toutes les galères de la réanimation, les décompensations du diabète, les insuffisances rénales, les escarres, les surinfections bronchiques. Alors maintenant, il y a un protocole thérapeutique en réanimation. Tous les patients sont maintenant sous anticoagulants, sous cortisone, pratiquement tous sous antibiotiques pour éviter les surinfections. Ils sont tous sous oxygène, bien entendu. Et donc, quand ils sont intubés, on attend que les poumons reviennent à la normale. Parce qu'on sait que les poumons vont cicatriser. Mais le problème, c'est que les patients peuvent décéder d'autres choses. C'est pour ça que le fait de réduire les temps d'hospitalisation, de réanimation à 8-10 jours, ça fait que les gens ont moins le temps d'avoir des complications dues à la réanimation, et c'est très 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 important d'avoir moins de complications à la réanimation, parce que souvent les gens ne meurent pas de leurs poumons, mais meurent des complications de la réanimation. Donc les corticoïdes pour stopper l'inflammation, les antibiotiques pour éviter les surinfections des poumons, et voilà. Et donc, oui, non, non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire pour la réanimation. Alors, donc, ne croyez pas, je vais vous sortir un témoignage d'un patient que j'ai vu dans un journal. Donc, c'est un patient un patient de 66 ans, arrivé donc le mercredi, donc il y a 2 mercredis à l'hôpital, très essoufflé, quelques jours après le test du Covid. Grâce à une oxygénothérapie haut débit, 60 litres par minute, son taux d'oxygène est remonté à 95%. Ce monsieur, dont la femme et le fils sont aussi positifs au coronavirus, a un message simple à vous faire passer. Je ne pensais pas que ça allait me tomber dessus. Je suis quand même assez solide. Je peux dire aux imbéciles qui n'y croient pas que ce virus est même plus mauvais qu'on ne le pense. Plutôt que de sortir manifester, il vaut mieux faire attention à soi. Je voulais vous lire ce témoignage, pourquoi? Parce que voilà un monsieur de 60 ans, 66 ans, qui est en pleine forme, qui se pensait à l'abri de tout, qui a vu ce que c'est que la mort, parce que vous savez quand vous manquez d'oxygène, c'est une sensation terrible, vous pouvez en voir des centaines de témoignages comme ça. Quand les gens se sont vus en manque d'oxygène, quand vous manquez d'oxygène, vous voyez la mort, c'est une angoisse terrible, et donc ils vivent l'enfer, donc voilà ce témoignage. Prenez au sérieux le virus, ne rigolez pas, c'est une histoire qui peut arriver à tout un chacun, surtout si vous avez plus de 60 ans. Prenez les choses au sérieux, faites attention et ne croyez pas à tous ces complotistes et tous ces gens qui vous disent ça n'existe pas, il n'y a pas de deuxième vague. Il y a une deuxième vague, vous avez des centaines de témoignages. On sait mieux les traiter. Voilà, monsieur chez qui on a pu éviter l'intubation, c'est ce que je vous ai dit, grâce à cette oxygénation. Donc, ce ne sont pas les patients qui ont changé, ce sont les techniques de traitement qui ont changé, parce qu'aujourd'hui, on connaît mieux le virus, on sait mieux l'appréhender et on sait mieux le soigner. Voilà. Ça, c'était pour est-ce que les patients ont changé? Non, ce ne sont pas les patients qui ont changé, ce sont les techniques de réanimation qui ont changé. La deuxième question qu'on m'a posée sur le groupe, c'est le BCG. Vous savez qu'en Afrique, tout le monde est vacciné contre le BCG. Et souvent, en Tunisie, on disait, nous, on a tous vacciné contre le BCG. Et avant qu'il y ait la deuxième vague, ils disaient peut-être que c'est ça qui nous a protégés du BCG. J'ai souvent entendu cette phrase, ça a souvent été posé sur le groupe. Est-ce que le fait que tout le pays soit vacciné par le BCG est susceptible de protéger une population? Donc les scientifiques ont fait une étude sur 74 pays. Donc c'est pas une petite étude. Avec les premiers, il n'y a pas de couverture vaccinale du tout. Le deuxième, dont la France est une ancienne vaccination de masse. Et dans le troisième type de pays, il y a une vaccination actuelle par le BCG. Donc voilà, 74 pays, soit 50 dont on vaccine actuellement par le BCG, 18 dans la France où il y a une ancienne vaccination, vous savez que c'est plus obligatoire le BCG, et enfin 6 pays où il n'y a pas du tout de couverture vaccinale par le BCG. Eh bien on voit qu'il n'y a aucune différence.
aucune différence, aucune association n'a été démontrée entre la mortalité et la diffusion de l'épidémie et le fait d'avoir été vacciné en masse par le BCG. Donc pour ces pays qui ont été vaccinés en masse par le BCG et qui se croyaient protégés, eh ben on en a eu la preuve en Tunisie où on pensait que le fait que les gens étaient vaccinés en masse par le BCG, eh ben vous voyez que la Tunisie, la vague est arrivée et qu'elle a déferlé en Tunisie comme elle a déferlé ailleurs et qu'on n'a rien pu éviter et que c'est pas le BCG qui a protégé les gens de la catastrophe qui devait arriver et qui est malheureusement en train d'arriver en Tunisie comme ailleurs dans le monde d'ailleurs. Quand je prends la Tunisie, parce que je parle de la Tunisie, parce que moi petit, je me rappelle avoir été vacciné par le BCG, d'avoir fait le rappel quand je suis venu en France. C'était un truc qu'on faisait tous en Tunisie. Et ben non, ça ne nous a pas protégés, ça ne protège pas la Tunisie. Et en France, je ne pense pas que ça... Alors le Rhésus, on me pose la question, le Rhésus au plus. Le Rhésus au plus, c'est une chose qui revient souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les Rhésus au plus font moins le Covid, et quand ils le font de manière moins importante. Moi, je suis au plus, donc je veux bien croire à ça. C'est comme l'histoire du tabac. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais comme je fume, je voulais bien croire à ça. Mais il semblerait que pour le tabac, c'est faux, que ça ne protège pas. Et pour le Rhésus plus, mon bon copain Daniel, avec qui on disait tout le temps on est au plus, on va passer au travers, ben non, il a eu. Il a eu, c'est vrai, une forme minime, mais il a eu. Donc non, ça ne protège pas, au plus ne protège pas. Peut-être qu'ils font au plus des formes un peu moins graves, c'est possible, c'est un truc qu'il faudrait étudier, mais en tout cas, il a eu le Covid en étant au plus, donc les au plus peuvent l'avoir. Alors si vous avez des comorbidités importantes et que vous êtes au plus, malheureusement, vous pouvez l'avoir et on peut faire peut-être des formes plus graves. Voilà. Donc voilà pour ce qui était pour le BCG. Alors la troisième question qu'on m'a posée aussi sur le groupe, c'est l'intérêt, et surtout depuis le mois de mars, j'entendais avant même le début de l'épidémie, le vaccin contre le pneumocoque, le Prévenard et l'antipneumocoque. C'est un sujet qui est revenu très très souvent, on m'a posé, on me le repose et tout ça. Alors, les vaccins contre la pneumonie ne confèrent pas de protection contre le nouveau coronavirus. Voilà. Il faut le savoir, vous pouvez les faire, c'est pour votre immunité, c'est conseillé pour les malades qui font des bronchites chroniques et qui ont des affections pulmonaires à répétition, mais contre le virus contre la Covid-19, ça n'a aucun intérêt. Donc ne vous cassez pas la tête, si vous voulez le faire, vous le faites, si vous êtes bronchitique chronique, si vous n'êtes pas bronchitique chronique, ne le faites pas, ça ne sert à rien, de toute façon, vous ne serez pas protégé contre le virus de la Covid. Le virus de la Covid est un virus très nouveau, il est très différent et il faut qu'il nécessite une vaccination spécifique. Et jamais le fait d'avoir fait le vaccin du Prévenard ou autre ne vous protégera parce qu'il n'a aucun rapport structurel et génétique avec le Covid, avec la Covid. Donc non, le vaccin Prévenard contre la pneumonie ou le pneumocoque ne vous protégera pas. Alors la quatrième question qui m'a été posée, c'était comment on se contamine en fait. Bon, je vous ai dit on se contamine par les mains et tout ça, mais comment les gens se contaminent? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai retrouvé comme étude, c'est parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les aînés se sont contaminés. Parce que quand vous prenez un gosse comme mon fils de 25 ans, comment il se contamine, et lui, il travaille, il est dans un open space, il y a 100 personnes dans l'open space, comment il se contamine? Eh ben, c'est au travail. C'est évident. Et son collègue était positif, il était positif. La semaine d'après, il y avait 15 positifs dans le bureau. Comment les jeunes se contaminent, c'est beaucoup plus facile à comprendre que comment un couple de personnes âgées se contamine. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant comment se contaminent les personnes âgées. C'est vous qui avez des parents fragiles. Nos parents sont tous fragiles par définition parce qu'ils ont déjà plus que 70 ans. En principe, je parle de ceux qui ont mon âge et qui ont des parents qui vivant encore. Donc ils ont plus de 70 ans, 75 ans, c'est évident. Et comment cela se contamine? C'est vrai que nous, notre but, c'est de protéger nos parents. Notre but, c'est de protéger nous, mais aussi nos parents. Donc si vous voulez, il y a une étude qui a été menée en Suède à Stockholm exactement, et ça, c'était une étude qui a été menée sur 274 000 personnes. Donc vous voyez, c'est pas quand même une petite étude. Les Suédois, vous savez qu'ils ont très peu pris de précautions au niveau geste barrière, ils ont plutôt laissé faire une immunité naturelle, mais bon, vous savez qu'ils n'ont pas eu de meilleurs résultats que ceux qui ont confiné, mais ils n'ont pas eu de pires résultats d'ailleurs. C'est ce qui fait que certains se posent la question de l'intérêt du confinement.
Donc, pour cette étude, ils ont étudié donc les conditions de vie des personnes âgées, ils ont leur surface d'habitation, les gens qui venaient les voir, leur pathologie, et puis surtout le nombre de contacts physiques, parce que vous savez que ce qui contamine. Pourquoi on fait un confinement? On fait un confinement pour diminuer le nombre de contacts physiques. C'est-à-dire que moins vous allez rencontrer de gens, et moins vous avez de chances de choper le virus. Et si vous êtes positif, vous êtes isolé. Pourquoi? Parce que moins vous avez rencontré de gens, moins vous allez passer votre virus. Donc en fait, ce qui est important d'une contamination, c'est de comptabiliser les contacts qu'ont eu les personnes âgées et voir un peu qu'est-ce qui pouvait intervenir dans la contagion. Alors, ils ont pu établir ainsi les paramètres associés à la mortalité. Alors, ils ont montré, les résultats ont montré clairement que la surmortalité de ces personnes âgées était associée à, premièrement, la présence à domicile d'une personne plus jeune en âge de travailler. Le fait que des personnes âgées habitent avec des personnes plus jeunes, en âge de travailler, comme mon fils par exemple, qui avait 65 ans, mais enfin même des personnes qui peuvent aller jusqu'à 50 ans, ça augmente de 60% le taux de mortalité. Le fait d'avoir des gens qui font des soins à domicile, c'est-à-dire des gens qui viennent chez eux pour la toilette, pour le ménage, vous savez, l'hospitalisation à domicile, une infirmière qui vient leur faire une piqûre, qui vient leur faire leur pilulier, vous savez, les personnes âgées, ils ont un pilulier avec tous les jours 15 médicaments à prendre, le matin, à midi, le soir, enfin bon. Le fait d'avoir des personnes avec des soins à domicile augmente de 410% la mortalité. C'est pas neutre quand même, 410% la mortalité des personnes âgées quand ils ont des gens parce que ces gens qui travaillent à domicile rencontrent beaucoup de gens, ce sont des soignants, sont souvent positifs, et c'est eux qui contaminent malheureusement les uns les autres. Ce qui joue aussi, c'est la densité de population dans le quartier. Et ça, on le voit un peu. Pourquoi les grandes villes sont beaucoup plus atteintes que quand vous êtes dans la Mayenne, par exemple, quand vous avez une concentration de population qui est faible? Le virus, il peut pas tellement se propager, parce que si vous voulez, quand vous êtes à la campagne, qu'il y a une maison tous les kilomètres, et comment voulez-vous que le virus saute d'un kilomètre à l'autre? Donc plus la concentration de population est importante, c'est pour ça que Paris est une catastrophe, et que le 93 est une catastrophe, parce qu'il y a des concentrations de population très importantes. Et donc, plus la concentration de population est importante, c'est-à-dire qu'elle est s'il est plus de 5000 habitants comme il a au kilomètre carré, il y a plus de 70% de mortalité en plus. Donc plus ils habitent à la campagne, et moins ils sont susceptibles d'avoir une mortalité, plus ils habitent dans les villes à forte condensation, et plus ils sont susceptibles d'avoir une mortalité en plus. Un autre facteur qui augmente la mortalité chez les personnes âgées, c'est l'exiguïté des locaux. Plus ils habitent dans un appartement petit, et plus le risque de mortalité est important. Parce que les appartements sont confinés, ils sont les deux ou les trois les uns sur les autres, et donc on augmente de 210% la mortalité quand on a moins de 20 mètres carrés par habitant. Et ça, c'est un peu ce qui avait posé le problème aussi dans les zones Pour ça qu'on dit que ce virus touche beaucoup de zones défavorisées, parce que plus il y a de gens qui sont dans un habitat exigu, plus il y a de gens qui sont dans un logement de petite taille, plus il y a de gens qui sont 3, 4, 2, 3 enfants dans la même chambre, et plus le taux de contamination va être important. Donc il est aujourd'hui éprouvé, en tout cas par cette étude, que plus les personnes âgées habitent dans des endroits qui sont exigus, et plus il y a de chances pour eux de décéder. Donc vous voyez que les personnes âgées, comment ils se contaminent? Eh bien, c'est souvent par une personne qui vient de l'extérieur, et c'est souvent du fait de la promiscuité de la situation. Par contre, il a été montré que le fait d'avoir, c'était étonnant d'ailleurs, parce qu'on pensait, que moi en tout cas j'étais persuadé que les enfants étaient de grands propageurs, eh bien la présence d'enfants ne sont pas influée la mortalité sur la Covid. Ça m'a étonné. Mais bon, voilà, c'est ce qui ressort de cette étude. Donc voilà, je voulais vous en faire part, parce que les gens me disent, voilà comment se contaminent les personnes âgées, on a peur pour ma mère, on a peur pour ma grand-mère, on a peur pour mon grand-père, donc voilà comment ça se contamine. Donc vous devez le savoir.
Et si vous avez des parents qui habitent, enfin, dont vous vous occupez, ben voilà, vous devez prendre ces précautions par rapport à ces choses-là. Donc ça, c'était comment les parents se contaminent. Alors là, on va arriver sur un sujet maintenant qui est très délicat. Parce que c'est une zone d'incertitude, c'est l'immunité, la mutation du virus et le vaccin. Tout ça est lié. Pourquoi tout ça est lié? Parce que l'immunité, c'est ce qui va éviter les recontaminations et ce qui va favoriser la survenue d'un vaccin. Donc si l'immunité est incertaine, tout ce qui découle va être incertain. Donc c'est un grand problème. Vous savez qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, le vaccin en France a très peu muté. Il a muté, mais pas de manière très significative. Et donc c'est pour ça que les essais sur le vaccin continuent en France, parce qu'on espère que l'immunité soit stable et que le fait qu'elle soit stable, on puisse vacciner un maximum de gens sur une période assez courte, de manière à essayer d'atteindre une immunité collective et tuer la reproduction du virus. Mais qu'en est-il en fait de cette immunité? On sait que la création d'anticorps, lorsque vous faites un Covid, le taux d'anticorps que vous allez sécréter dépend de la forme que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez fait une forme majeure, ben vous allez avoir un taux d'anticorps au plafond. Si vous avez fait une forme possi ou asymptomatique, vous allez faire une forme, vous allez avoir un taux d'anticorps plutôt faible. Mais bon, vous savez, je vous l'ai dit aussi que la réponse immunitaire à l'infection du Covid, ce n'est pas seulement les anticorps. C'est aussi la réponse immunitaire cellulaire qui va prendre le relais sur les anticorps et qui va aussi intervenir. Mais cette réponse cellulaire, on ne sait pas très bien l'apprécier. Même les grands biologistes, les grands scientifiques, ils n'arrivent pas très bien à l'estimer et à connaître sa durée surtout. Donc là, ce qui est très important, en fait, c'est la durée de l'immunité efficace après une contamination avec le Covid. C'est ça la question cruciale. Pourquoi? Parce que on a vu, il y a des cas de réinfection. D'abord, il y a des cas qui ont été décrits officiellement dans des publications médicales. On en est à une dizaine de cas. On était à 5 il y a 10 jours, peut-être qu'on en est à plus. Nous-mêmes, dans le groupe, moi, en tout cas, j'ai posé la question, et il me paraît vraiment, j'en suis pratiquement sûr, il y a 4 personnes du groupe qui ont subi une réinfection. Et d'ailleurs, je leur ai demandé de remplir un questionnaire que m'a envoyé le professeur Hans de l'hôpital Foch à Suresnes, avec qui je collabore, et qui est mon ami, que je connais, c'est comme mon petit frère, le professeur Hans. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai beaucoup d'estime. Et il m'avait demandé de colliger auprès du groupe les gens qui auraient eu une deuxième contamination. Et donc j'avais fait un post et j'ai estimé à 4 cas le nombre de patients qui ont été contaminés. Et ces 4 cas vraiment qui me paraissent solides, quoi. Donc j'ai envoyé à ces personnes-là un lien avec un questionnaire à remplir. Et puis le professeur va voir s'ils peuvent rentrer sur son étude ou non. Et ça me paraît quand même quelque chose d'important parce que le fait qu'il y ait une recontamination montre que l'immunité n'a pas été efficace sur la durée. Alors moi, j'ai pas fait très attention, mais je crois en tout cas pour ceux dont je me souviens que c'était en mars qu'ils avaient eu le premier Covid et donc une récidive plutôt vers septembre-octobre. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc il y a plus de 6 mois. Donc une immunité qui ne serait pas stable à 6 mois, ça pose quand même un problème. Voilà, donc la durée de l'immunité est très importante d'une part parce que les gens, on va avoir des réinfections si ça se confirme. D'autre part, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas une immunité qui dure au moins quelques mois, vous ne pourrez pas avoir de vaccin. Parce que si vous avez une immunité qui dure seulement un mois ou un mois et demi, vous n'aurez pas le temps de faire une vaccination générale d'un pays et pour obtenir l'immunité collective. Et donc c'est très important cette étude de l'immunité parce que c'est elle qui va nous conditionner à savoir si on pourra avoir un vaccin. Donc la durée de l'immunité, ça permet d'abord de savoir si les gens vont se recontaminer.
Et la deuxième chose, c'est de savoir si on pourra faire un vaccin. Parce que pour faire un vaccin, il faut une immunité durable dans le temps, d'au moins quelques mois. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, quelles sont les études qui ont été faites pour montrer la durée de l'immunité? Parce que je suis parti chercher quand même. On va poser cette question. On va essayer de trouver une réponse scientifique. Parce que on va pas répondre qu'avec on a le sentiment que, on pense que. Non, il faut trouver des études scientifiques. Alors, j'ai trouvé une étude scientifique sur une étude sur 30 000 patients ayant présenté une forme mineure de gravité ou de gravité moyenne. Donc, 30 082 patients avec forme mineure ou de gravité moyenne. Et on a recherché le taux d'IgG. Bien sûr, vous savez que quand on a une réaction immunitaire, on a d'abord les IgM qui apparaissent au 8e jour, puis les IgG qui apparaissent au 15e jour. C'est les IgG qui vont durer dans le temps, et les IgM vont disparaître assez rapidement. Donc, les études sur la durée, la durée de l'immunité va se faire sur les IgG. Elle ne va pas se faire sur les IgM, puisqu'elles vont disparaître. Donc on a mesuré leur taux d'IgG sur la durée. Alors c'est le taux d'IgG. Alors ils ont établi que ce taux était de 90% à moins d'un mois après le début des symptômes, avec des taux assez élevés au début. Alors je ne rentre pas dans les concentrations, les chiffres et tout ça, parce que chaque laboratoire a ses propres chiffres et tout ça, mais je vous prends globalement les chiffres, on va faire confiance à cette étude et on ne va pas rentrer dans les chiffres. Donc dans un second temps, ils vont faire l'analyse au 52e jour, au 82e jour et au 148e jour, après le début des symptômes. Donc en fait, on va prendre les patients le premier jour J, 15 jours après, 52 jours après, 82 jours après et 148 jours après. Et on va rechercher les anticorps et on va voir s'ils sont présents et en quelle quantité. S'ils sont toujours efficaces. Donc à 148 jours, c'est-à-dire à 5 mois. Et bien entendu, les chercheurs ont gardé des échantillons pour faire les études, puisque là on n'est qu'à 5 mois, 6 mois depuis le mois de mars. Mais ils ont gardé des échantillons pour faire des études plus tard, à 8 mois, 1 an, tout ça. Alors, les premiers résultats de ces études sont très encourageants et c'est similaire à ceux qu'on en a trouvés avec les autres coronavirus. C'est-à-dire que vous savez qu'on a eu déjà le MERS, le SARS, Covid-1, etc. Donc on avait déjà pour le MERS et le SARS un profil d'anticorps et on savait comment ce profil d'anticorps allait évoluer. Et donc on a remarqué que pour la Covid-19, en fait, on avait le même profil d'anticorps et le même taux d'anticorps qui allait durer sur le temps. Donc, ça redonne confiance, puisque là, au bout de 5 mois, le taux d'anticorps est à 90% de ce qu'il était au début. Donc, si vous voulez, c'est très important. Pourquoi? Parce que si les gens gardent leur taux d'anticorps, voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez le taux d'anticorps. Vous avez le taux d'anticorps à J130. À J30, donc au bout d'un mois, vous avez le taux d'anticorps chez les patients. Vous voyez qu'à J82, vous avez le taux d'anticorps qui est pratiquement le même. Et à 5 mois, donc J148, après les symptômes, vous avez toujours un taux d'anticorps qui est près de 90% du taux de début. Donc vous voyez que ça, c'est très encourageant, parce que ça montre que votre taux d'anticorps reste stable dans le temps, en tout cas dans les 5 premiers mois. Et donc, le fait de se recontaminer, le pourcentage de gens qui se recontamineront sera très, très minime. Et puis, ça donne des espoirs pour le vaccin. Parce que pour faire un vaccin, il faut que le virus, je vous l'ai dit, que vous ayez une bonne immunité. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'immunité. Mais, entre-temps, malheureusement, il est arrivé quelque chose qui a bouleversé tout ça, c'est le vison. Le vison, on en connaît l'histoire du vison avec Brigitte Bardot, les trucs. Alors c'est quoi qui s'est passé avec le vison? Il s'est passé malheureusement que le vison a attrapé la Covid.
Alors là, ça a été un problème, parce que le vison a attrapé la Covid. On sait que le chien, le chat, on en avait parlé, des animaux. Mais malheureusement, la Covid qui a attrapé le vison, il a muté dans le vison, il a redonné à l'homme. Et ceci au Danemark. Et pourquoi c'est grave? Parce qu'il a redonné à muter. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, si cette mutation se propage au monde, c'est une catastrophe. Parce que l'immunité que tous les gens ont eue en mars, c'est foutu. Les vaccins, tous les essais de vaccins, c'est foutu. Et donc c'est un grand problème. Donc c'est une région de 280 000 habitants dans le nord-ouest du pays, la région de Jutland, le nord du Jutland. Et cette région, on a vu arriver 5% de la population qui est atteinte de ce nouveau virus. Alors, c'est pas que ce virus il soit plus mortel, ou plus grave, ou plus que l'ancien. Il est différent. Et comme il est différent, c'est pas la même immunité. Et donc, on retombe sur l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que l'histoire des visons, c'est grave. L'histoire du vison, c'est très grave. C'est pour ça que comment ils s'appellent, c'est les Danois, ils veulent tuer 15 millions de visons. Je ne sais pas ce que font les Danois. Je serais les premiers éleveurs de visons. Je ne savais pas que le Danois était aussi important dans le vison. Mais 15 millions de visons, il faut les tuer tous, malheureusement. Sinon, ils vont propager la maladie au monde entier. Ça va être une catastrophe. Ils ont fermé la région. La région, elle est totalement fermée. C'est un grand problème. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit ce matin, c'est de l'immunité au vison. Ben, le vison, il est capable de tout foutre en l'air et de nous renvoyer dans une histoire pas possible. Donc, c'est très, 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 très inquiétant. Je crois que j'ai vu ce post cet après-midi sur des gens qui avaient vu sur la télé israélienne qui parlaient du vison, que les premiers tests israéliens du vaccin pouvaient être compromis. Oui, ça peut être compromis. Il n'y a pas que le vaccin israélien, ça peut être le vaccin chinois, le vaccin russe, le vaccin français. Tous les vaccins peuvent être compromis. Il faut fermer la région, il faut fermer le Danemark. Il faut que la France, aujourd'hui, ferme les frontières avec le Danemark. C'est indispensable. Il faut que le monde entier ferme les frontières avec le Danemark. Il faut fermer terre et mer et air. Le Danemark doit être mis en quarantaine. S'il laisse diffuser ce virus du Danemark, on est foutu. Foutu, pas qu'on va mourir, mais qu'on va recommencer à zéro. Très embêtant, c'est très embêtant. Croyez-moi, c'est très embêtant. Donc, cette histoire du vison, c'est très embêtant. Moi, si je serais Véran ou Macron, je ferme le Danemark. Plus aucun vol du Danemark, plus aucun celui qui a été au Danemark, il est banni de la France. C'est tout, c'est comme ça. Sinon, il va nous rentrer ce virus des visons et on est parti pour une histoire de trucs. D'ailleurs, l'efficacité, que dit l'OMS, elle est en alerte. L'OMS, elle dit même l'efficacité du futur vaccin est menacée. Des mutations avaient d'ailleurs été déjà décelées chez les visons, mais celle du cluster 5, c'est-à-dire celle des Danois, inquiète particulièrement l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé dit suivre la situation de près et être très en lien avec les autorités danoises. Selon les explications des autorités danoises, le cluster 5, dont la souche a été identifiée en début de semaine, ne se traduit pas par des effets plus graves chez l'homme, mais elle implique à moindre efficacité les anticorps humains, ce qui menace la mise au point du vaccin contre le Covid-19, objet d'une course contre la montre à travers le monde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas qu'il est plus grave, c'est que tout est en repartir à zéro. C'est une histoire de fou. Dans ce Jutland du Nord, là, il y a 5% de la population de malades qui sont porteurs de cette nouvelle souche. Enfin, quand on écoute le professeur d'épidémiologie de l'hôpital, de l'université de Roskilde au Danemark, Viggo Andreasen, cette mutation a d'assez bonnes chances de disparaître à la condition d'être efficacement combattue. Eh ben oui, combattons-les, tuons les visons. 16 millions de visons vont mourir quand même. C'est quand même catastrophique. C'est grave, c'est terrible. Mais bon, c'est le prix à payer. D'ailleurs, en Espagne, où il y a des élevages de visons, ils vont tuer 100 000 visons. En France, il y a des élevages de visons très faibles. Ils vont tuer tous les visons. C'est Brigitte Bardot qui a gagné. Il n'y a plus de visons.
C'est fini pour les petites, les jeunes filles ou jeunes dames qui voulaient porter de bons manteaux de fourrure. C'est terminé pour eux. Plus de vison, voilà. Donc, non, mais c'est sérieusement, hein, c'est vraiment très 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 important ce que je vous dis, parce que c'est vraiment quelque chose de grave, cette histoire du vison, ça peut remettre vraiment en chose. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris l'intérêt. Donc, l'immunité, d'avoir une immunité prolongée, ça vous protège des recontaminations et ça permet d'avoir un vaccin. Si vous avez une mutation du germe, du virus qui est trop importante, vous aurez recontamination et pas de vaccin. Donc, vous voyez le problème dans lequel on se trouve. Voilà, il est 50, donc ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. On va finir par la forme intestinale. On m'a demandé de parler de cette. La forme intestinale, c'est surtout les enfants qui la font. Les enfants, ils font de très grandes formes intestinales, à tel point que souvent, ils sont hospitalisés pour des gastro-entérites, et en fait, avec des hydratations. Et en fait, quand on fait des radios des poumons, on voit des formes de Covid. Donc ça, les formes intestinales, c'est souvent les enfants qui les font. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a dit que il y a un docteur Guy Belaïch avec qui on collaboré au début de ce groupe, qui a fait un excellent travail sur son Facebook sur les formes intestinales. C'est lui-même un gastro-entérologue et médecin interniste. Il a sûrement fait quelque chose de magnifique. Je vais vous en parler très rapidement. Alors, vous savez, je vous ai toujours dit qu'une des manières d'évaluer l'épidémie, c'est d'étudier les selles, ce qui se passe dans les égouts. Par exemple, dans les égouts de Paris, en ce moment, c'est bourré de virus, parce que vous avez une sécrétion virale. Parce que comment rentre le virus dans le corps? Le virus rentre avec il va aller, grâce à sa protéine S, rentrer dans les cellules par le récepteur ACE. Et donc, vous avez des récepteurs ACE, pas seulement sur les poumons, mais sur plein d'autres cellules du corps, notamment les cellules intestinales. Donc le virus, quand il va rentrer par cette protéine, il va rentrer dans les poumons, mais il va rentrer aussi dans les intestins. C'est pour ça que les gens font des formes intestinales plus ou moins importantes, et c'est pour ça qu'on retrouve le virus dans les selles. Voilà. Souvent, globalement, quand on fait une étude épidémiologique des gens qui ont le Covid, il y a 16% de formes intestinales. Donc c'est quand même pas négligeable. Et les gens, souvent dans les consultations, ils disent on a eu la diarrhée, on a la diarrhée. Je leur dis faites attention à la diarrhée, parce que la diarrhée c'est rempli de milliards de virus. Quand vous allez aux toilettes et que vous allez dans une diarrhée en période de Covid, faites attention de bien rabattre le battant des toilettes, parce que si vous tirez la chasse avec le battant ouvert, le virus il monte jusqu'au plafond, vous en avez partout dans les toilettes des virus. Faites attention, je vous ai déjà dit, ça c'est pas la première fois, c'était la troisième ou quatrième fois. Faites attention aux toilettes. Les toilettes, c'est l'endroit le plus contagieux. Vous avez les poignées, les trucs, faut tout nettoyer à la javel, faut tout nettoyer de manière très très efficace. Donc la forme intestinale, c'est 16%. Et les diarrhées, c'est peut-être 40-50% des gens qui font des diarrhées. Donc, alors, au point de vue symptomatologie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il s'agit? Il y a quoi comme dans la forme intestinale? Encore une fois, je vous dis, je suis pas un gastro-entérologue. Il y a des gens qui font des descriptions honnêtement meilleures que les miennes. Disons que c'est souvent des douleurs abdominales. 37% des cas, c'est des douleurs abdominales. Et c'est souvent des diarrhées. Voilà, c'est des douleurs et des diarrhées. 51%, 50% dans 34% des cas, il y a des diarrhées. Dans 37% des cas, il y a des douleurs abdominales. Alors, des gens qui peuvent avoir aussi des atteintes hépatiques ou des atteintes du pancréas, mais c'est surtout au niveau intestinal, gastro-intestinal que les effets des formes intestinales se fait sentir. Leur évolution est bénigne et transitoire. Comment traiter? Là, qui me dit comment traiter la forme intestinale? Vous traitez de manière asymptomatique. Comme vous traitez une gastroentérite, c'est pas plus, pas moins. Il faut se réhydrater, il faut boire, il faut prendre des compléments. Vous savez, dans la Covid, ce qui est dangereux, c'est les poumons. Le reste n'est pas dangereux. Quand vous avez une diarrhée, vous avez une gastroentérite, même si vous perdez 1 litre de diarrhée, ben vous faites une perfusion, vous rééquilibrez, vous réhydratez. Vous n'allez pas mourir d'une forme intestinale. Ou c'est exceptionnel. Enfin, bon, 99,9% des gens meurent étouffés. Ils meurent pas par la gastroentéro. Donc voilà. Donc la forme intestinale, il faut savoir que ça existe. Qu'il faut faire très attention. Ce qui est très important, c'est la diarrhée et les soins qu'il faut porter aux toilettes. Donc ça, c'est très important. Pour le reste, bon, on en trouve régulièrement. On a souvent dans les Covid des formes intestinales, mais c'est transitoire, c'est bénin, et on n'a pas vu de formes qui soient particulièrement graves dans ces histoires de gastro-entérite, voilà. Voilà, donc c'est
Alors on m'avait dit aussi, donc voilà pour les formes intestinales. Donc si vous voulez vous avoir plus de renseignements, vous allez sur le Facebook de Guy Belaïch, il a fait tout un débat, lui c'est son métier. Mais voilà, disons que le plus important c'est que ce n'est pas trop grave, que c'est bénin, que c'est un traitement symptomatique, que c'est des douleurs abdominales et des diarrhées, et que c'est le plus souvent des enfants. Alors, on m'a posé aussi d'autres questions, donc sur le Covid long. Mardi prochain, n'oubliez pas, 21h, vous allez avoir deux interviews très intéressantes sur le Covid long. Les Covid longs, messieurs les jeunes, faites attention à vous et faites attention d'avoir le Covid, parce que si vous avez un Covid long, c'est pas gagné d'avance. Alors, est-ce que ce virus, on m'a posé la question, est-ce que ce virus dormant, il peut être comme l'herpès et revient chaque année? Non. Ce virus dormant, il peut pas rester en vous et revenir chaque année dans vous et ressortir, non. Par contre, il peut faire une épidémie chaque année, mais enfin, vous savez, si on arrive à l'immunité collective, ce virus va s'atténuer et va devenir un coronavirus classique et pas très dangereux comme la grippe. Et donc, tous les ans, quand vous serez vacciné contre la grippe, ils introduiront un peu de gènes de la Covid-19 et on fera chaque année le vaccin qu'on vous ferait contre la grippe, il y aura dedans la Covid-19. Est-ce que la charge virale, on m'a posé, est-ce que la charge virale augmente quand il y a deux personnes? Oui, j'ai déjà répondu. Quand vous êtes deux positifs à la maison, séparez-vous. Voilà. Alors, donc voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à suffisamment de questions et aux questions que vous m'avez proposées. Si vous avez les écoles, c'est vraiment le problème des écoles. Et je l'ai dit tout à l'heure, je comprends pas cette histoire d'école. Pourquoi ils ont laissé les écoles ouvertes? Vous savez que les écoles, c'est bon. Pour moi, c'est un lieu de contagion, mais bon, si vous laissez un arbitrage entre l'économie, si pour les mamans qui travaillent en téléconsultation, si elles ont leurs 3 gosses à la maison, qui tournent, qui virent et qui sont impatients et tout, c'est très difficile de travailler. Donc les enfants sont gardés par les professeurs et les enseignants, et c'est une demi-mesure, je pense, qu'a pris le gouvernement, parce que il faut quand même que l'économie continue, moi je trouve que ce confinement n'est pas tellement mauvais, en fait. Il lâche un peu, il retire, moi, je trouve que c'est une demi-mesure qui n'est pas bête, parce que ça permet quand même aux gens de pouvoir travailler. Parce que vous voyez la détresse dans laquelle se trouvent les gens qui peuvent pas travailler, c'est terrible. Quand moi, j'ai des gens que je soigne qui sont dans l'événementiel, dans la restauration, dans les transports, dans le tourisme, mais c'est sinistré, c'est une catastrophe. On parle toujours, nous, de maladies, mais il y a des maladies sociales, des maladies économiques, qui sont peut-être plus graves que le Covid. On voit des gens qui sont désespérés, ils n'ont pas travaillé depuis le mois de mars. Combien l'aide de l'État et combien le prêt de l'État et combien ça va durer tout ça? Mais ils vont déposer le bilan, c'est une catastrophe ce qui arrive. Donc ne croyez pas qu'il n'y a que la maladie, il y a le caractère social, ne l'oubliez pas. Il faut faire, on peut pas penser, bien sûr, moi je dis toujours sauver les gens, tout ça, mais il faut aussi sauver un peu l'économie, il y a des gens qui vont se tuer. Les gens ils vont se tuer de faire déposer le bilan. Comment un type qui a travaillé toute sa vie, qui a 3 magasins, 2 magasins, qui a un truc, une société et tout, il transporte plus, il fait plus de travail. Une agence de voyage, tout est fermé. Mais il faut le penser à eux aussi. On peut pas être que l'école, nos enfants, la santé, on a peur. Non, il faut pas avoir peur, il faut faire attention et aller à l'avant. N'ayez pas peur, je vous l'ai toujours dit, n'ayez pas peur. Il a dit, le pape Jean-Paul II et le grand rabbin Breslev avant d'Ukraine, il avait dit dans son temps, n'ayez pas peur, avancez. Il faut que le monde continue, on peut pas tuer les gens économiquement. Le gouvernement a trouvé cette forme, c'est à nous de nous en sortir, c'est à nous de faire attention. Vous savez, moi je vais travailler tous les matins, je me fais un PCR, tous les matins, je vois ce que je suis négatif ou non, et je travaille, et puis je fais très attention, et à la grâce de Dieu, il faut faire très attention. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais tu peux pas tuer les gens économiquement. On peut pas être égoïste, on peut pas penser qu'à nous et l'école et trucs. Il faut continuer à travailler. On est obligé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que je me suis pas laissé trop aller, mais c'est important quand même que les gens continuent à travailler. Je vous assure, j'ai vu des situations désespérées. Ce Covid, ça a été terrible. Ce Covid, je peux vous dire, j'ai vu des choses. Toute ma vie, j'ai jamais vu ça. 40 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça. J'ai aussi vu un aussi grand désespoir chez le Covid long, qu'aussi grand désespoir chez les gens qui ont eu et qui l'ont eu et qui sont partis en réanimation, et aussi grand désespoir chez les gens qui sont économiquement atteints. Je vous assure, j'ai vu des trucs abominables, des gens qui sont au bout du rouleau. J'ai jamais vu ça, faut en tenir compte.
C'est terrible ce qui arrive. C'est terrible. Il y a énormément de gens qui sont désespérés. C'est affreux. En plus, je ne parle pas, bien sûr, des gens qui ont perdu un membre de leur famille. Alors, eux, vous avez vu Alexandra, là, il y a 15 jours. C'était terrible. Bon, enfin, on va pas continuer sur le versant économique. Je vous dis à tous. Orly Mimoun, merci. Comment ça va, Orly Mimoun? Ça va bien? Bon, je voulais juste vous dire bonsoir. Je voulais vous dire que j'étais content de faire cette interview avec vous. Je ne vois pas Philippe Daoudi. Alors comment ça se porte les masques? Alors, Philippe Daoudi, c'est notre ami qui nous avait présenté les masques Smile avec le transparent. J'espère que vous faites attention à toi, Pierre Zeytoun. Bon, je t'invite pas ce soir. Covid long, on apprendra dans quelques mois qu'il m'a dit spécifique. Allez, je vous salue à tous et je vous répète encore une fois, ensemble nous sommes plus forts. À très bientôt. Ciao.